Qu'y a-t-il de plus éphémère que la vie? Sous toutes ses formes. Un instant peut-être? Et si cet instant, d'une simple pression de l'index, je pouvais le prolonger, le partager, faire en sorte que chacune et chacun puisse en imaginer l'histoire. Pour moi, c'est ici que tout a commencé, au cœur des massifs alpins. Au-delà de ma passion pour la photographie de nature, j'ai découvert un véritable mode de vie. Des sensations et des émotions qu'aucun mot ne saurait réellement traduire. J'ai composé au rythme des saisons, au tempo des éléments. Ainsi, j'ai trouvé ma place, ce qui me complète. J'ai découvert une nature aussi puissante que vulnérable. Un besoin insatiable d'en immortaliser sa beauté. Conserver quelques fragments de ces moments aussi intenses qu'éphémères. Alors cet endroit, il est assez spécial pour moi, là, ce pic. Parce qu'en fait, quand on s'est installé ici avec ma compagne il y a une douzaine d'années à peu près, c'est le premier sommet que j'ai grimpé. J'y connaissais strictement rien en montagne, j'avais jamais foutu les pieds. Et c'était la première randonnée où, en plus, je connaissais pas du tout le chemin d'accès. Je me rappelle avoir vu, j'habitais vraiment au pied, d'ailleurs on y habite aujourd'hui aussi. On habitait au pied de l'aiguille et je la voyais du balcon et je me disais, mais je veux monter là-haut. Et j'y étais allé, mais je crois que j'avais vraiment à l'azimut, j'avais pris des chemins qui étaient absolument pas les bons sentiers pour y monter. Mais j'étais quand même parvenu au sommet et je me rappelle que pour moi c'était quelque chose de dingue, quoi. Et donc c'est assez symbolique aujourd'hui d'être 12 ans plus tard de revenir faire des photos un peu ici. Et puis j'aime beaucoup, on a une vue vraiment à 360 degrés, on a tout le massif des Écrins d'un côté, on a la vallée de Chaudin de l'autre, le massif du Dévoluy. Ouais, c'est fantastique. Et puis là, en cette période-là, on a les pelouses alpines qui sont d'un vert éclatant, un vert presque fluo, quoi. Et quand la lumière, après quand le soleil descend et qui fait des lumières un petit peu plus, des lumières latérales qui viennent redessiner un peu les structures, les volumes comme ça des vallons, c'est fantastique, ça fait des superbes courbes. Donc c'est ce qu'on va essayer un peu aujourd'hui. Après, c'est faire une belle image, mais en même temps c'est aussi prendre l'air, s'évader un peu, prendre de la hauteur. Ça fait du bien des fois. Fantastique. Puis alors là, les jeux de lumière, ils changent, ils évoluent. C'est terrible, je trouve ça magnifique.
plus entre les deux montagnes là-bas, là. Entre la montagne de Farou et le pic Poncin, on a la tête de l'Obiou qui ressort là. En l'espace de quelques secondes, le schéma de lumière qui était intéressant, il change, il évolue au fur et à mesure que les nuages passent devant le soleil. Là. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur des graphismes complètement éphémères. On dit souvent que la photographie, c'est être au bon endroit, au bon moment. Alors l'avantage dans les Hautes-Alpes, c'est que des bons endroits, on n'en manque pas. Après, le plus compliqué, c'est d'y être au bon moment. Alors personnellement, moi, je privilégie beaucoup le bivouac. Autant que possible, je vais bivouaquer parce que ça permet d'avoir vraiment tout le cycle complet de lumière. Du soir au matin, et puis la nuit aussi, hein, il y a des choses qui se passent la nuit. Du coup, on augmente vachement nos chances quand même d'être justement au bon moment. Et puis, il n'y a pas que les lumières, il y a aussi toutes ces ambiances qu'on va avoir, de nuages, etc. Alors, bon, c'est quelque chose qui s'anticipe, il y a toujours une part d'imprévisibilité, une part de chance. On essaie de la provoquer le plus possible, mais c'est vrai que on s'y prépare, on regarde la météo, on essaye de trouver les conditions qui vont correspondre à ce qu'on a en tête en termes d'image. Et puis même si on sait qu'en montagne, voilà, les prévisions sont pas forcément toujours des plus fiables. Après, bon, ça demande une certaine logistique, c'est vrai, quand on part, on est à pied, quoi. Donc ça va demander une certaine logistique. Je sais que personnellement, je suis toujours en train de compter le moindre gramme. Donc du coup, voilà, on choisit un peu le matériel qui va en fonction de ce qu'on veut faire. Et puis le sac, pareil, j'ai toute une série de sacs là, en fonction de... Ça va du 150-200 litres au 30 litres, quoi. Mais oui, sur des logistiques bivouac, c'est sûr que de toute façon, si on veut tout faire rentrer, ça va commencer à charger, à faire du poids, quoi. Donc on va réfléchir à tout ça, mais c'est quand même pour moi une façon de vivre la montagne vraiment à 100%. J'ai la chance d'avoir des amis qui partagent un peu cette passion de la montagne, puis cette passion de la nature, dont un en particulier qui pratique en plus la photographie, donc on a un peu la même passion, et ça c'est toujours intéressant et agréable aussi d'y aller à plusieurs, parce que y a les ambiances de bivouac, c'est un ensemble en fait. Il y a toute cette marge d'approche qui parfois on va souffrir, hein, parce qu'on a du poids sur le dos, c'est pas forcément des plus agréables, et puis mais on sait la récompense qu'on va avoir au bout. Le moment où les lumières commencent à baisser, là on se sent vraiment privilégié, on se sent vraiment isolé. Puis nous on se retrouve dans notre petit cocon à se faire nos... Et là du coup le moindre petit confort il devient du luxe en fait. En fonction du moment de l'année, on va choisir des fois des ciels bien dégagés pour faire de la Voie lactée, parce qu'il y a les lumières du coucher et du lever, mais il y a aussi tout ce qui va se passer la nuit. Au-delà de l'astrophoto avec la Voie lactée et tout ça, il va y avoir aussi tous ces soirs de pleine lune. Moi j'adore les soirs de pleine lune. La lumière de la lune, c'est vraiment une lumière très particulière. Et puis ça offre des images qui ont vraiment du cachet, parce qu'on va avoir cette lumière presque de jour, parce que du coup la lumière étant intense de la lune, nos capteurs arrivent facilement à exposer le décor, donc on va avoir un décor qui va être bien exposé, un peu paradoxalement comme ça, derrière les étoiles.
Et puis très souvent le matin, il y a des belles surprises parce que en fonction de la période de l'année, on va avoir parfois des mers de nuages. Et là, on se retrouve pris dans des ambiances un peu oniriques, c'est des choses qui sont encore une fois uniques et éphémères. Et c'est là où il y a un vrai intérêt photographique pour moi, parce que c'est pas que un sujet, c'est un sujet dans un contexte. La montagne, elle est belle à tout moment de la journée, dans n'importe quelle condition, elle est belle. Mais là où vraiment elle va provoquer des choses, elle va provoquer des sensations, c'est quand elle est dans des ambiances particulières, dans des contextes particuliers de lumière, de nuages, parfois de mauvais temps, même de tempêtes. Et c'est là que je trouve que le caractère de la montagne se révèle. Et c'est à cet instant-là, généralement, que j'aime faire des photos, quoi. S'il y a bien une chose qui est indispensable à la vie, c'est l'eau. 72% de la superficie de notre planète en est recouverte. Mais l'eau douce, indispensable à la survie de 8 milliards d'êtres humains, représente moins de 3% de tout cela. Une ressource précieuse qui dépend d'un cycle long et fragile dans lequel nos montagnes jouent un rôle essentiel. De véritables châteaux d'eau naturels. Elles captent, stockent et apportent tous les éléments nécessaires au bon développement de nos écosystèmes. Une fois libérée, une partie de cette eau continue son long périple en surface, de torrents en cascades, semant partout où elle serpente la vie sur son passage. Après une période de dormance malheureusement de plus en plus courte, la nature sort peu à peu de son sommeil. Ainsi débute la grande valse des couleurs.
la chlorophylle assure le spectacle. Et en spectateur fidèle, je ne rate jamais un rendez-vous avec le printemps. Chaque année, la magie opère. Tout se renouvelle, se métamorphose. Des sources souterraines qui, poussées par l'abondance, cherchent exutoire et transforment des lieux habituellement inertes en torrents éphémères. Au-delà de l'esthétisme, j'essaye de capter la magie des lieux. Ce qui donne à un décor bien réel sa dimension féerique. Chez l'être humain, la liberté a tendance à être un concept plutôt abstrait. Qu'elle soit de penser, de croire, de s'exprimer, de se déplacer. Nous sommes la seule espèce à avoir inventé celle de décider qui y a droit et qui en sera privé. Au royaume du sauvage, la question ne se pose pas. Et si je devais donner ma propre définition de la liberté, je choisirais les images plutôt que les mots pour l'exprimer.
Généralement, je sais où je vais, ce que j'espère y voir, mais au cœur de la nature, rien n'est jamais sûr. Aujourd'hui, je décide de prendre de la hauteur. J'espère y croiser l'un des plus grands rapaces d'Europe, le gypaète barbu. Un oiseau mythique qui durant près d'un siècle avait disparu des Alpes, victime lui aussi de la folie des hommes. Peu à peu, il retrouve sa place dans nos massifs. Et depuis ses crêtes, j'espère bien croiser son regard. Les premières heures, je les consacre toujours au repérage. Trouver le meilleur poste d'observation, celui qui me permettra de couvrir le plus de surface. Mais avant toute chose, le plus important pour moi, c'est de m'imprégner des lieux. Ça peut paraître fou d'entreprendre autant de choses sans aucune certitude de résultat. Mais peu importe la finalité, j'ai jamais l'impression de perdre mon temps. Dans tous les cas, je repartirai avec des informations précieuses. Et plus important encore, des souvenirs plein la tête. Des fois on se pose des questions, mais presque des trucs, des questions existentielles, quoi. Pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Et des fois on trouve les réponses à ces questions. Quand on est comme ça, en pleine introspection. Mais là, pour être honnête, je suis plus sur
Est-ce que ça va être bon comme ça, sans sel, sans beurre, sans sauce? Allez, bon appétit. Ouais. C'est insipide. Je m'endors plein d'espoir pour le lendemain. Et ces quelques heures de sommeil me permettront de rêver ma rencontre. Dur là. Le territoire du gypaète est immense. Son aire se trouve dans une vallée voisine, mais chaque jour il peut parcourir des centaines de kilomètres en quête de nourriture. Donc même si les chances de l'apercevoir sont minces, au fond, c'est comme le loto. Si on ne joue pas, on est sûr qu'on ne gagne pas. Pas de rencontre pour aujourd'hui, mais quelques semaines plus tard, dans une vallée voisine, je décide de retenter ma chance, cette fois-ci avec beaucoup plus de succès. Le gypaète fait son apparition et cerise sur le gâteau, il est accompagné d'un aigle royal. Tous deux dans un vol presque synchronisé. C'était incroyable. Trois passages sur l'intégralité de la journée. Et à chaque fois, l'aigle était à ses côtés. Une observation fantastique. Mais dans l'image que je souhaite réaliser, le décor est tout aussi important que l'animal. Et ce grand ciel bleu est loin d'être ce que j'ai en tête. Il me faudra attendre l'année suivante pour que toutes les conditions soient réunies. Un décor austère, chargé de brume, des aiguilles acérées. Il ne manque plus que le maître des lieux. Le top du top, ça serait vraiment qu'ils arrivent... Enfin, ils arrivent au niveau de la cascade là.
je pouvais avoir 7 compos là. Oh. La gourmandise, hein. La gourmandise, mais en même temps, oh, là ça serait merveilleux, là comme ça, là, tac. Même un peu plus large là, ouais. Oh la vache. Ouais, là pour le coup, s'il pouvait passer dans cette compo là. Alors autant l'aigle royal, on a l'habitude de le voir ici. Enfin l'habitude. Ça fait des années qu'il est installé là. Autant les gypaètes, là, ça fait, voilà, c'est un couple qui s'est installé là il n'y a pas longtemps. Donc il est sous étroite surveillance, quoi. Parce que c'est beaucoup plus complexe, hein, le gypaète ici. Donc c'est d'autant plus rare et d'autant plus beau de le voir là. S'installer dans ce décor et être bien ici, quoi. Magnifique, magnifique. Ce petit vol là au-dessus des crêtes là, terrible. La photographie animalière, et particulièrement quand il s'agit d'une faune libre et sauvage, c'est vraiment pour moi un domaine à part entière de la photographie. Évidemment, ça va demander beaucoup de patience, mais ça va demander aussi beaucoup de résilience. Parce que finalement, ces animaux qu'on souhaite photographier, pour certains d'entre eux, la crainte de l'homme est inscrite dans leur gène. Donc vouloir réaliser une photo dans de bonnes conditions d'un animal comme ça, c'est pas si facile. Ça va donc nécessiter toute une démarche, toute une réflexion avant. Alors je sais que personnellement je procède par plusieurs étapes. La première pour moi est une des plus importantes, c'est la connaissance du sujet. Je vais donc vraiment passer par une étape de documentation sur l'espèce pour savoir dans quel milieu il évolue, quel est son régime alimentaire, quelles sont les périodes sensibles de reproduction, etc. Donc ça c'est vraiment une question documentation sur l'espèce, ça reste un peu théorique. Et après, il va y avoir toute la partie terrain. Ça commence très souvent par une simple promenade, une promenade où on va être assez vigilant, on va observer beaucoup, on va essayer de découvrir à qui appartiennent ces territoires, quelle espèce on peut trouver sur ce territoire-là. Donc c'est là que va commencer réellement, moi j'aime bien dire que c'est un peu comme une enquête, quoi. Parce qu'on va chercher tout un tas d'indices, de présence, de passage, des traces, des empreintes, tout un tas d'éléments comme ça qu'on va essayer de récolter pour nous donner des informations. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains outils qui sont devenus incontournables pour cette étape-là, c'est les pièges photographiques, parce que ça permet d'avoir vraiment un œil au cœur des territoires sauvages, un œil discret, non intrusif,
et qui va nous permettre d'observer des choses qui seraient très difficiles d'observer si on était en présentiel. Sur les images, on va pouvoir voir les heures de passage, on va pouvoir déterminer de cette manière s'il y a une récurrence sur la présence ou c'est juste exceptionnel. Donc voilà, toutes ces informations réunies, ça va nous permettre après de déterminer à quel endroit on va positionner notre affût. Quand on débute dans la photo animalière, le principal objectif, c'est déjà de mettre l'animal dans le cadre. Donc je me rappelle, moi, mes premières photos, c'était les 3/4 du temps, c'était très mal exposé, soit sous-exposé, soit c'était surexposé. En tout cas, il n'y avait jamais vraiment de composition. Le but était juste de mettre l'animal dans le cadre. Et puis, au fil du temps, on développe nos compétences en photographie. On acquiert plus de connaissances aussi sur les différentes espèces et leur environnement. Donc là, il va y avoir vraiment une dimension artistique, c'est-à-dire qu'on va chercher à se positionner aux meilleurs endroits où on imagine l'animal sortir dans telle ou telle lumière, parfois des contre-jours, parfois des lumières latérales. Autant parfois, je vais chercher à donner beaucoup de place à l'animal dans l'image, donc je vais chercher à remplir mon cadre avec, ce qui va nécessiter pour le coup une certaine proximité. Ça va permettre de rentrer, de croiser de plus près son regard, d'observer des petits détails qui ne sont pas forcément observables quand on voit l'animal à une certaine distance, etc. Donc quand on décide de composer de cette manière-là, il faut bien se dire que c'est l'animal qui va être la priorité dans l'image. On va vraiment guider le regard du spectateur sur l'animal et finalement son environnement et son décor, ça devient quelque chose d'un petit peu, voilà, une matière, une texture un peu abstraite en arrière-plan. Pour ce qui est de l'émotion, je vais souvent chercher à ce que l'animal ne soit pas entièrement visible. Le fait de ne montrer qu'une petite partie, juste un bout de sa tête, ou en tout cas de le montrer dissimulé dans un environnement. Et ça transmet de l'émotion. Donc je vais souvent travailler ce type d'image-là aussi où l'animal se suggère plus qu'il se voit. Les choix de composition, la manière dont on veut travailler notre image, elle évolue constamment. Je sais que personnellement, je me dirige beaucoup maintenant vers des images où l'animal va être intégré dans son environnement. Il sera identifiable peut-être uniquement par sa silhouette, mais du coup, il est intégré à son décor, et ça, c'est quelque chose vers lequel je me dirige de plus en plus. Les 3/4 du temps, je m'intéresse à des animaux qui sont un peu communs, des animaux que ici en montagne on a l'habitude d'observer. Je ne vais pas forcément chercher l'animal très très rare. Mais voilà, il m'arrive de temps en temps de me concentrer un peu plus sur une espèce en particulier, de vouloir faire un travail un peu plus complet sur un animal. C'était le cas dernièrement avec les grands vautours fauves. D'un point de vue photographique, bon, j'ai fait les photos un peu habituelles en plein vol parce que c'est un animal qui est très majestueux. Mais je voulais travailler sur quelque chose qui m'avait marqué une fois. J'avais eu la chance d'être autour d'un rocher où les vautours venaient se poser, redécoller. J'observais beaucoup les décollages et les atterrissages et je trouvais ça fascinant de voir cet animal de presque 2,50 m, 2,60 m d'envergure arriver en planant mais à une vitesse assez importante et puis d'un coup comme ça envoyer les freins. Il battait des ailes comme ça pour réussir à se poser sur un tout petit rocher avec pas mal de précision quand même. J'avais trouvé tous ces mouvements d'atterrissage hyper esthétiques. J'ai donc réalisé toute une série d'images comme ça qui étaient très concentrées, alors avec un plus ou moins de proximité, pareil, je remplissais un petit peu le cadre. Et mon but était de figer toutes ces étapes, tous ces mouvements de l'atterrissage qui sont très impressionnants. Alors, je m'étais même amusé à créer une image où en rafale, j'avais décomposé comme ça tout l'atterrissage avec, en tout cas une partie de l'atterrissage où on voyait les différents mouvements et j'avais trouvé ça hyper intéressant. Après, je me suis beaucoup focalisé sur les détails, particulièrement les plumes. C'est une chose qui m'avait marqué, c'est qu'à l'atterrissage, la puissance qu'il mettait pour le freinage, ça faisait se relever toutes les plumes, les petites plumes qu'il y avait au dos des ailes, dans son dos. Et ça me donnait vraiment l'impression de comme un avion qui va atterrir et qui va relever ses volets pour se freiner. Et j'avais envie d'une image qui allait vraiment mettre ça en valeur. La position où on voit vraiment comme ça toutes les ailes qui viennent
pousser pour freiner au moment de l'atterrissage. Une image, elle est fixe. Donc si on veut qu'elle raconte une histoire, l'attitude va être hyper importante en fait. Alors il y a une saison que les photographes et que les vidéastes animaliers affectionnent particulièrement, et c'est mon cas, c'est l'hiver. L'hiver, quand le territoire est enneigé, on entre presque dans une autre dimension. Cette sobriété de l'hiver, elle va très souvent nous mener de manière assez naturelle vers le minimalisme. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Encore une fois, le minimalisme, c'est quelque chose qui est très puissant, qui fait encore une fois appel à l'imagination. Je trouve que ça dégage beaucoup d'émotions. Et que ce soit en paysage avec une montagne par temps blanc, prise un peu dans la tempête et dans les brumes, dans un décor vraiment presque monochrome, ou que ce soit de l'animalier, principalement, alors j'aime beaucoup toutes les espèces qui vont être variables, hein, qui vont changer de pelage ou de plumage l'hiver et qui vont devenir tout blanc, avec quelques petites parties qui ressortent, comme c'est le cas par exemple il y a quelques années, je suis allé photographier l'hermine dans le Jura, et c'est vrai que ce petit mustélidé hyper rapide, qui devient tout blanc au milieu de la neige, dont on aperçoit en fait que le bout de sa queue tout noir, et puis son petit nez, ses oreilles, c'est les seules choses qui se détachent dans l'environnement. Ça, c'est juste fabuleux. C'est des images qui me touchent beaucoup. Alors j'essaye souvent dans ce cas précis de mettre l'animal un peu petit, justement, dans ce gros cadre monochrome. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Pour moi, aller explorer le monde de la photo animalière, c'était une évidence. Je ne pouvais pas m'intéresser uniquement au décor et au territoire, à tous ces paysages, sans à un moment donné m'intéresser aussi à toutes ces espèces qui peuplent ces lieux. Ce que j'ai découvert aussi avec la photo animalière, c'est que c'était vraiment une très très belle manière de renouer avec la nature, de recréer un lien, de nous reconnecter à cette nature et de retrouver des sensations, des choses qu'on a perdues en fait. C'est une partie de nous, ça, qu'on a mis de côté depuis au fil des millénaires là, dans notre évolution, parce que c'est des choses dont on n'a plus besoin, mais traquer un animal, suivre sa piste, mettre nos sens à contribution pour déterminer au son où est-ce qu'est l'animal, aux odeurs, enfin cette connaissance aussi de la nature pour trouver les animaux, c'est quelque chose dont nos ancêtres avaient besoin pour survivre. Nous, on l'a perdu au fil du temps parce que on n'en a plus besoin aujourd'hui. Et pourtant, c'est quelque chose d'hyper important et ça permet de recréer un lien et de renouer vraiment avec la nature. Donc oui, finalement, la photo animalière, c'est un virus. C'est un virus qu'une fois qu'on l'a attrapé, c'est pour la vie. Mais pour le coup, c'est un virus dont on apprécie quand même grandement les symptômes. Alors une fois tout ce travail réalisé sur le terrain, le processus créatif continue. Cette fois-ci, on n'est plus en extérieur, on est dans un endroit un peu moins sympa, un peu enfermé entre quatre murs. Mais voilà, c'est une étape que j'aime beaucoup aussi parce que on est en plein dans la création.
Disons que sur le terrain, toutes ces images qu'on a récoltées, que ce soit photos, vidéos, etc., c'est un peu comme des pièces d'un puzzle, et c'est vraiment ici, à cette étape-là, maintenant, en post-production, que ce puzzle va s'assembler, quoi. Alors au niveau des photos, c'est ici que une photo sortie d'un boîtier, d'un appareil photo, elle n'est pas terminée. Il y a tout un développement qu'il va y avoir à faire derrière qui va permettre d'appuyer l'intention de la prise de vue. Donc les photos vont donc passer par ce processus à la fois créatif et artistique, parce que c'est aussi à cette étape-là qu'on met notre touche personnelle et artistique. Et pour tout ce qui est des rushs vidéo, parce que tous ces films, toutes ces vidéos, pour des raisons de liberté et de création, ça fait des années que je m'acharne à vouloir assurer toute la chaîne vidéographique du début à la fin, hormis la musique. Voilà, que ce soit le tournage, le montage, toutes les étapes, j'essaye de les assurer moi-même. Ça me permet d'avoir vraiment une totale liberté de création. Tous ces rushs qui ont été capturés sur le terrain, maintenant après, ici en post-production, on commence à en faire de la dentelle, à les assembler, etc., à créer notre histoire. Et ça, c'est un moment que j'aime beaucoup, parce que tout ce qu'on avait écrit et qu'on a essayé de mettre en forme sur le terrain, c'est ici que ça se concrétise, quoi. Alors le travail de la vidéo, il n'est pas toujours évident, parce que quand on se filme seul, ça va demander parfois un peu d'ingéniosité pour essayer de donner du dynamisme, parce que une action que je vais faire, je vais la filmer en plan fixe. Si je veux apporter un peu de dynamisme à tout ça, il va falloir que je le filme sous différentes valeurs, ce moment, sous différents angles. Donc une simple action toute bête de marcher comme ça sur 5 mètres, ça va me prendre du temps, parce qu'il va falloir que je positionne ma caméra, que je compose mes différents angles, etc. Je fais mon passage, je reviens, je récupère mes caméras. Bon, ça demande un peu de temps et de patience. Mais voilà, au final, ça finit toujours par fonctionner. Alors pour tout ce qui est plan aérien, c'est pareil, c'est parfois un peu complexe, parce que, alors autant quand je filme du décor, uniquement du paysage, il n'y a pas de souci. Là, je suis concentré sur ma télécommande, je fais mes plans, mes mouvements comme je le souhaite, il n'y a pas de souci. Là où c'est plus compliqué, c'est quand je suis à l'image. Parce que forcément, si je veux créer un mouvement un peu sympa, ça va demander quelques manipulations sur la télécommande, et pour le coup, je dois la tenir à une main, j'essaie de la cacher un peu pour pas qu'elle soit trop visible à l'écran, et quand je suis à l'image, ça va me demander parfois plusieurs prises avant de réussir à faire le bon mouvement fluide, etc. Parce que piloter à une main, c'est pas évident. Il y a 2 joysticks qu'il faut réussir à manipuler avec juste 2 doigts. Mais voilà, donc au final, j'arrive toujours à tirer un plan sympa, et puis ils sont toujours très courts, donc j'essaye de maintenir un mouvement un peu cool pendant quelques minutes, pendant quelques secondes, et puis ça suffit, quoi. Alors la question de l'engagement, évidemment qu'elle se pose. Mais pour moi, il y a plusieurs façons de s'engager. Certains préféreront les campagnes de publication sur les réseaux sociaux, des pétitions, des mouvements de revendication par la manifestation, parfois même tout ça réuni. Et si la cible qu'on souhaite atteindre, c'est le public, son opinion, des gens comme toi, comme moi, qu'on souhaite réveiller des consciences, ou même alerter sur des problématiques que peut-être certains ignorent, je pense que là c'est très utile, et ça a du sens. Mais si celles et ceux qu'on souhaite convaincre sont les législateurs, les décideurs, qu'ils soient politiques ou même au-dessus, PDG de grandes multinationales, peu importe, des gens qui depuis leur plus jeune âge ont été biberonnés au capitalisme, des gens qui n'ont connu que dîners mondains, repas de famille où les seules discussions tournaient autour de la rentabilité, la compétitivité, le pouvoir, des gens à qui on a répété toute leur vie qu'ils faisaient partie de l'élite, ces gens qui se réveillent chaque matin plus riches que la veille, qui ont bâti leur fortune sur la destruction, la pollution, l'anéantissement de toute forme de vie, tant qu'il ne s'agit pas de la leur, bien sûr. Si c'est ces gens-là que l'on souhaite atteindre, pour moi, c'est pas par ce chemin qu'on obtiendra quelque chose. Peut-être quelques petites victoires comme ça distribuées au compte-gouttes, mais au fond, ceux-là, ils en ont rien à faire de ta publication sur Instagram, des 50 000 signatures sur ta pétition ou du slogan écrit sur ta pancarte. Pour moi, c'est un peu le paradoxe de la médecine occidentale qui consiste à s'acharner à soigner des symptômes en ignorant la cause. Évidemment, c'est plus rentable. Mais pour moi, la cause, la base de tout, c'est l'éducation. Donc la forme d'engagement que j'ai choisie, elle est portée sur les futures générations, à commencer par mes propres enfants.
Le socle de la sensibilisation, pour moi, c'est l'émerveillement et la connaissance. L'idée, c'est pas de leur imposer un logiciel de pensée, mais de les guider, de leur proposer des expériences qui forgeront leur conscience. Leur donner envie de construire un lien avec la nature et surtout de le conserver. Ça ne veut pas dire se mettre en marge de la société, mais de trouver le juste équilibre. Que ce soit au sein de notre propre famille ou plus généralement dans le système scolaire, c'est possible et ça fonctionne. La question, c'est pas quelle planète on va laisser à nos enfants. La Terre, elle a 4,5 milliards d'années d'histoire. Elle a connu des cataclysmes, des extinctions d'espèces. Elle nous survivra. Ce qui est en danger, c'est pas la planète, c'est la vie qui s'y trouve. Donc la question pour moi, c'est pas quelle planète on va laisser à nos enfants, mais plutôt quels enfants on va laisser à notre planète. Donc si on arrive à semer cette petite graine dès le plus jeune âge, tôt ou tard elle germera et guidera leurs choix et leurs décisions. Tu sais, la raison pour laquelle je passe autant de temps à mettre en image la beauté de la nature, tous ces instants éphémères, au sacrifice de tout un tas de choses, dont ma vie de famille. Parce qu'en parallèle de tout ça, il faut bien payer les factures. Donc j'ai un emploi, je suis salarié. Et si je m'acharne à réaliser ces films par mes propres moyens, avec 4 bouts de ficelle, alors que ça ne me permet pas de mettre le pain sur la table, c'est parce qu'à chaque fois que je présente mon travail au public, je me dis que peut-être, parmi tous ces gens, j'aurais donné envie à certains d'enfiler une paire de chaussures, remplir un sac et d'aller se reconnecter à l'essentiel. Quand j'ai la chance de pouvoir partager et diffuser mon travail au sein des écoles, face à ces enfants qui sont les adultes de demain, et que je vois leur regard qui pétille comme ça devant les images, là, je me dis que ce que je fais, ça a du sens. Parce que parmi tous ces enfants, il y en aura peut-être plus tard qui auront à prendre de grandes décisions. Et s'ils se sont construits avec les bonnes valeurs, il y a fort à parier que leurs décisions seront bien moins néfastes que celles qui sont prises actuellement. Voilà ce que c'est mon engagement. Ce que je vis dans la nature, ça me rend heureux. Est-ce que c'est pas tout ce qu'on souhaite pour nos enfants, un avenir heureux? Moi, tout ce que j'espère, c'est que pour eux, ce bonheur, il soit tout sauf éphémère.